Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On continue toujours avec le cours d'oscillation mécanique et le cours d'aspect énergétique. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude théorique et l'étude énergétique du pendule pesant. Pour les parties précédentes, veuillez consulter les liens dans la description, c'est-à-dire l'étude théorique énergétique du pendule élastique et l'étude théorique et énergétique du pendule de torsion. Commençons par la définition du pendule pesant. Donc ce pendule est constitué d'un corps solide de masse M et de centre d'inertie G qui peut tourner autour d'un axe delta qui est fixe. Donc l'axe delta est perpendiculaire au plan de la feuille et au plan de l'écran si vous voulez. Donc il est horizontal et ne passe pas par le centre d'inertie G. Donc vous voyez la position du centre d'inertie est ici, la position de l'axe delta est ici. Le corps solide que nous allons considérer dans cette vidéo, c'est une tige, juste pour simplifier, mais en principe, on peut avoir n'importe quel solide qui tourne autour de l'axe delta, dans le cas du pendule pesant. Donc appelons G0 la position du centre d'inertie lorsque la tige est en équilibre, c'est-à-dire avant d'avoir un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc lorsqu'on écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ, puis on la libère sans vitesse initiale, on observe qu'elle effectue un mouvement de va-et-vient autour donc de cette position d'équilibre. Et c'est ce mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre que nous allons étudier dans ce cours. Passons maintenant à l'étude dynamique de ce pendule pesant et on commence comme d'habitude par la recherche de l'équation différentielle du mouvement. Donc comme j'ai dit, lorsqu'on écarte la tige, elle effectue des rotations, disons des oscillations autour de la position d'équilibre qui correspond à θ égale à 0. Donc cet angle θ, il peut avoir des valeurs positives et des valeurs négatives. On va supposer dans cette étude que les frottements sont négligeables, ça veut dire que nous avons des oscillations non amorties. Et donc la position du corps solide de la tige est repérée par l'abscisse angulaire, donc c'est l'angle θ que fait la tige avec la verticale passant par le centre d'inertie G0. Donc le système étudié ici, la tige, on va faire cette étude dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Pour le bilan des forces, donc nous avons deux forces, le poids de la tige et R qui est la réaction de l'axe de rotation. Donc je vais représenter ces deux forces-là. Donc le poids, c'est la force qui est toujours dirigée vers le bas, tandis que la réaction du plan, on peut donc la représenter comme ça. Puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, ça veut dire que la somme des moments des forces extérieures appliquées sur un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale au produit de son moment d'inertie fois son accélération angulaire θ de point. Donc la somme des moments que nous avons ici, nous avons deux forces, le poids et la réaction de l'axe delta, donc est égal à J delta fois θ de point. Pour le moment de la force R, donc est égal à 0 parce que la ligne d'action de R, elle coupe l'axe de rotation delta. Et donc ce moment est égal à 0. Pour le moment du poids, c'est une grandeur algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. Et le signe donc, de ce moment-là dépend du sens de rotation positive. Donc ici on choisit le sens de rotation positive comme vous voyez ici sur la figure. Et puisque le poids tend à tourner la tige dans le sens contraire du sens positif choisi, donc dans le sens négatif de rotation, et donc le signe pour le moment du poids est un signe négatif. Donc le reste c'est la définition, donc moins la valeur du poids, P, fois la distance qui sépare la ligne d'action du poids de l'axe de rotation delta. Donc la projection orthogonale de l'axe delta sur
la ligne d'action du poids, ça nous donne la distance D. Donc on peut exprimer la distance D en fonction de l'angle θ. Donc cette distance ici, c'est la même distance que nous avons ici. Et donc cette distance représente le côté opposé à l'angle θ. Et donc nous avons ici un sinus. Le sinus donc, de cet angle θ est égal au côté opposé qui est D, divisé par l'hypoténuse qui est OG. Donc c'est cette droite OG ou cette distance OG. C'est la distance entre O qui est le point d'application donc de la force R qui se trouve sur l'axe delta et le centre d'inertie du corps solide qui est la tige dans ce cas. Donc si D sur OG. Puisqu'on cherche D, donc D c'est tout simplement OG fois sinus θ. Donc on remplace ça dans cette équation. Donc nous aurons donc le moment du poids, c'est moins donc PCM fois G, et D donc c'est OG sinus θ. Donc remplaçons maintenant l'expression du moment du poids dans cette équation là. Comme on a dit, le moment de R c'est 0, le moment du poids c'est moins mg fois OG fois sinus θ est égal donc à J delta fois θ de point. Donc je vais faire passer ce terme là de l'autre côté, donc ça devient plus mg. Donc commençons par J delta, θ de point plus mg OG sinus θ. Donc on divise le tout par J delta, on obtient θ de point plus m fois G OG divisé par J delta fois sinus θ est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle du mouvement pour le pendule pesant. Donc c'est le cas général, et comme vous pouvez voir, c'est une équation non linéaire à cause de la présence de sinus θ ici. Alors nous disons que dans le cas général, le mouvement du pendule pesant est de rotation oscillatoire, mais il est non sinusoïdal à cause de la non-linéarité de cette équation-là. Pour des petits angles, on dit aussi donc pour de faibles oscillations autour de la position d'équilibre, c'est-à-dire des angles pour lesquels nous avons θ est inférieur ou égal à 0,26 radians, on peut dans ce cas utiliser le développement limité en 0 de sinus et écrire avec une bonne approximation sinus θ est égal à peu près θ. D'où l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant pour des faibles oscillation est donnée par cette équation là. Maintenant vous voyez que cette équation est linéaire, donc il est de second degré, et par analogie à ce que nous avons trouvé dans le cas du pendule élastique et le pendule de torsion, on conclut directement que le mouvement de la tige est un mouvement oscillatoire, sinusoïdal et périodique autour de la position d'équilibre. Et donc la solution de l'équation différentielle dans ce cas est une fonction sinusoïdale de la forme que vous voyez ici. Donc c'est la même expression que nous avons trouvée pour le pendule de torsion. Donc l'équation différentielle est différente, mais la solution est la même solution qui correspond à une fonction sinusoïdale donc de cette forme-là. Avec θm ici représente donc l'amplitude du mouvement, c'est en radians, on l'appelle aussi amplitude des oscillations. T0 c'est la période propre du pendule pesant, donc il est en secondes, et pour phi donc c'est la phase à l'origine des dates, c'est la phase du mouvement à l'origine des dates, il est en radians, ça veut dire c'est la phase lorsque t ici est égal à 0. Pour l'expression de la période propre du mouvement t0, les étapes de calcul c'est exactement les étapes que nous avons vues dans le cas du pendule élastique et le pendule de torsion. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et donc refaire ce calcul qui est détaillé. La chose la plus importante ici, c'est que l'expression finale, bien sûr, elle est différente parce que l'équation différentielle est différente. Donc cette dernière expression de T0, c'est quelque chose à retenir. C'est-à-dire dans les exercices, vous pouvez
donc appliquer directement l'expression trouvée pour l'équation donc de la période propre du mouvement. Pour la détermination de l'amplitude maximale et la phase à l'origine des dates, donc il n'y a pas de différence avec ce que nous avons vu dans les cas des pendules précédents. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que dans le cas où la courbe de variation de θ en fonction du temps est donnée dans un exercice, on peut déterminer de cette courbe la période t0 et l'amplitude maximale donc du mouvement et la phase à l'origine des dates en utilisant les conditions initiales. Donc pour θm, pour l'amplitude maximale, donc c'est cette valeur-là. Et pour la période, donc c'est la distance entre les pics, par exemple la θm ici, on peut aussi utiliser donc les autres pics, ça dépend donc de l'exercice. On peut aussi utiliser moins θm, donc t0 c'est ça. Donc pour phi, à t égale à 0, donc à ce point-là, la valeur de θ, donc c'est θm. D'accord? C'est ce point-là. Donc en utilisant cette condition et la solution de l'équation différentielle du mouvement, θ donc est égal à θm cosinus de π sur t0 fois t, donc qui est ici 0, donc on la remplace par 0, plus phi. Donc θ à t égale à 0, on a dit que c'est θm. Et donc ici nous avons θm égale à θm cos phi, donc on simplifie par θm, il nous reste cosinus de phi égale à 1, et donc le cosinus d'un angle est égal à 1 lorsque cet angle est égal à 0, et donc phi est égal à 0. On passe maintenant à l'étude énergétique du pendule pesant. Commençons par l'énergie cinétique. Donc le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation oscillatoire. Son énergie cinétique a pour expression EC égale à 1 demi G delta θ point carré. Donc c'est la même expression que nous avons trouvée pour le pendule de torsion, parce que dans le cas du pendule de torsion, c'est un mouvement de rotation aussi. Donc G delta, c'est le moment d'inertie du corps solide, qui est la tige dans cette étude, par rapport à l'axe delta. Donc l'unité, c'est le kilogramme mètre carré. Pour θ point, c'est la vitesse angulaire à l'instant t. Donc l'unité, c'est le radian par seconde. Pour l'énergie potentielle du pendule pesant, donc il s'agit de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc considérons un pendule pesant constitué d'un corps solide de centre d'inertie G qui peut tourner autour d'un axe delta qui est fixe, perpendiculaire au plan de la feuille de l'écran. Et donc bien sûr il est horizontal. Le corps solide tourne dans un plan vertical. Donc G ici représente la position du centre d'inertie lorsque le corps solide est en équilibre. On considère un axe OZ vertical dirigé vers le haut, d'origine O, qui est confondu avec le centre d'inertie du corps solide lorsqu'il est en équilibre. Donc l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant est donnée par l'expression suivante. Donc EPP égale à mgz plus une constante. Donc comme nous l'avons dit dans le cas du pendule élastique et le pendule de torsion, cette énergie, l'énergie potentielle de pesanteur, elle dépend de la masse et de l'altitude du corps solide. Donc l'altitude ici c'est z. Et contrairement à ce que nous avons vu dans le cas du pendule élastique horizontal, le centre d'inertie G du corps solide, donc la tige ici, il change d'altitude. Et donc puisque l'altitude elle change, donc on voit ici l'altitude de G il change lorsque la tige tourne autour de delta. Le centre d'inertie G il change. Et donc l'altitude de G change. Et donc l'énergie potentielle de pesanteur elle varie aussi. Et pour exprimer l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'altitude Z, il faut choisir un état de référence. Donc l'état de référence que l'on va choisir est le suivant. Donc on va choisir l'état de référence pour déterminer Z et pour déterminer la constante C ici. Donc l'état de référence que nous avons choisi est le plan horizontal que vous voyez ici contenant le point O, ou bien donc le point G puisqu'ils sont confondus. Ça veut dire que sur ce plan, EPP égale à 0 lorsque Z égale à 0. Donc ici, Z, l'axe Z, l'origine, ici c'est Z égale à 0.
Donc pour Z égale à 0, EPP égale à 0, l'état de référence, donc C égale à 0. Donc en remplaçant ici EPP par 0 et Z par 0, nous avons cette constante est égale à 0. Et lorsque la constante égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur égale à mg Z de G. Avec ZG représente tout simplement la projection de G lorsqu'il est en mouvement sur l'axe OZ. Parce que donc G ici en équilibre, ici donc en mouvement, la projection de G lorsque la tige est en mouvement sur l'axe OZ, c'est ce point-là. Donc c'est qu'on a appelé ZG. Donc maintenant nous avons cette expression pour l'énergie potentielle de pesanteur. Puisque lorsqu'on a donc un mouvement de rotation, donc le paramètre qui est utilisé pour repérer la position de la tige, c'est θ, donc c'est l'abscisse angulaire. Donc on va chercher à exprimer ZG en fonction de cet angle θ, l'abscisse angulaire. Donc ZG, c'est cette distance. Donc cette distance-là, c'est quoi? C'est la distance entre le point O ici et le point G ici. Donc c'est cette distance-là, moins cette distance-là. Donc j'ai noté le point ici par O'. Donc ZG, cette distance-là, c'est OG moins OO'. Donc c'est OG moins OO'. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. ZG c'est OG moins OO'. Maintenant c'est quoi OO'? Donc on va chercher à exprimer OO' en fonction de θ, puisqu'on cherche ZG en fonction de θ. On va donc utiliser ce triangle-là, OO'G. Donc nous avons ici OO' représente le côté adjacent à l'angle θ. Donc nous avons ici un cosinus. Cosinus de θ, c'est le côté adjacent qui est OO', divisé par l'hypoténuse qui est OG. Et donc OO' est égal à OG fois cosinus θ. Donc on va remplacer l'expression de OO' ici. On obtient finalement pour ZG, c'est OG facteur 1 moins cosinus θ. Et donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas du pendule pesant, c'est mg fois OG fois 1 moins cosinus θ. Et comme dans le cas de l'équation différentielle du mouvement, donc ici θ représente donc un θ qui est arbitraire, donc d'une manière générale. On va chercher aussi donc à exprimer donc l'énergie potentielle dans le cas des oscillations faibles, c'est-à-dire pour des θ qui sont petits, donc inférieurs ou égal à 15 degrés. Dans ce cas, en effectuant un développement limité de cosinus θ, on peut écrire que 1 moins cosinus θ, donc c'est 1 moins θ carré sur 2. Donc ça, c'est juste une approximation dans le cas où nous avons des θ qui sont petits. À ce moment-là, l'expression finale de l'énergie potentielle de pesanteur pour le pendule pesant que nous allons utiliser donc dans cette étude énergétique, c'est cette expression-là. Donc c'est mg fois OG divisé par 2 fois θ carré. Passons maintenant à l'énergie mécanique. Comme d'habitude, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc dans le cas du pendule pesant, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va tout simplement sommer ce terme-là avec celui-là. Et on obtient finalement l'énergie mécanique pour le pendule pesant. Donc pour la conservation de l'énergie mécanique, on va utiliser exactement les mêmes étapes que nous avons vues pour les autres pendules. Et nous avons dit qu'il existe donc deux méthodes pour montrer que l'énergie mécanique se conserve. Soit donc on dérive l'énergie mécanique par rapport au temps et montrer que cette dérivation est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique ne varie pas en fonction du temps. EM est une constante et donc il se conserve. Donc les étapes de calcul, elles sont les mêmes. D'accord? La seule différence, c'est que l'équation différentielle du mouvement ici est différente, mais donc les étapes de calcul, elles sont similaires à ce que nous avons vu dans le cas des pendules, des autres pendules. Pour la deuxième méthode, on utilise la solution donc de l'équation différentielle, on la dérive par rapport au temps et on remplace donc θ point dans l'expression de l'énergie mécanique et θ donc ici, et puis donc on trouve finalement l'énergie mécanique, l'expression de l'énergie mécanique qui est en fonction des paramètres qui sont constants, et donc dans ce cas on dit que l'énergie mécanique est une constante. Et finalement donc nous disons que en l'absence d'amortissement, l'énergie mécanique se conserve. Donc ici une dernière remarque très importante lorsqu'il s'agit donc de comprendre le fonctionnement des énergies cinétiques et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on peut utiliser à partir de cette équation
Donc en remplaçant ici l'énergie mécanique par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc nous avons ici la somme donc, de la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique plus la dérivée par rapport au temps de l'énergie potentielle. Et enfin, on trouve donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à moins la dérivée par rapport au temps de l'énergie potentielle de pesanteur ici. Donc c'est P. PP, d'accord? Donc cette dernière équation, signifie que la variation de l'énergie cinétique est opposée à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire que lorsque l'énergie cinétique augmente d'une certaine quantité pendant un certain temps, l'énergie potentielle de pesanteur diminue de la même quantité pendant le même temps. Autrement dit, il y a une transformation continue de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle et inversement. Ça veut dire même l'énergie potentielle de pesanteur, elle se transforme en énergie cinétique. De telle façon que leur somme, donc la somme des deux, est conservée. C'est l'énergie mécanique qui reste constante. Passons à la dernière partie de cette étude énergétique dans laquelle on représente les différentes énergies trouvées dans des diagrammes d'énergie. Donc avant de faire ça, donc rappelons l'expression de l'énergie mécanique du pendule pesant. Donc c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc lorsque θ égale à θ max, donc la valeur maximale de θ, l'amplitude maximale, dans ce cas nous avons Z égale à Z max. Ça veut dire que le solide est à son abscisse angulaire maximale θm. Dans ce cas nous avons Z égale à Z max. Ça veut dire que le solide, lorsqu'il est ici, il s'arrête. Et donc θ point égale à 0. La vitesse angulaire égale à 0. Ça veut dire ici que l'énergie cinétique c'est 0. Il ne reste tout simplement, l'énergie mécanique est égale à mgz max dans ce cas. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz, tandis que l'énergie cinétique c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est cette expression-là. Pour l'énergie mécanique, il est représenté par cette courbe en rouge, donc c'est une constante. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, lorsque Z égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Et lorsque Z égale à 0, on remplace ici Z par 0, l'énergie cinétique égale à mgz max. Donc c'est l'énergie mécanique tout simplement. D'accord? Dans ce cas, l'énergie cinétique est maximale. Ça veut dire que le solide est à la position d'équilibre. Donc lorsque le solide est à la position d'équilibre, son énergie cinétique est maximale. Donc Z égale à 0, EPP égale à 0 c'est ce point-là. Z égale à 0, EC égale à EM, donc c'est ce point-là. Pour Z égale à Z max, donc pour Z égale à Z max, EPP égale à mgz max, qui est l'énergie mécanique tout simplement. Donc c'est ce point-là. C'est la valeur maximale de l'énergie potentielle. Et lorsque Z égale à Z max, l'énergie cinétique c'est 0, parce que donc on remplace ici Z par Z max moins Z max c'est 0, et donc l'énergie cinétique est 0. C'est ce point-là. Donc vous voyez, lorsque Z égale à Z max, l'énergie cinétique est 0. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, donc c'est une fonction linéaire, et vous voyez ici, donc c'est une fonction linéaire qui est croissante. Tandis que pour l'énergie cinétique, donc c'est une fonction affine, donc elle a la forme de ax plus b, donc c'est une fonction affine qui est décroissante. Donc vous voyez, lorsqu'on passe de z égale à 0 vers z max, l'énergie cinétique est une fonction affine qui est décroissante. On peut représenter l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse angulaire θ. On utilise donc cette représentation pour montrer la différence entre les θ faibles et les θ forts, et pourquoi donc 1 moins cos θ égale à peu près 1 moins θ carré sur 2 pour les petites valeurs de θ. Rappelez-vous que dans le cas général, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mg fois og fois 1 moins cos θ. C'est-à-dire, avant de considérer cette approximation, voici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc dans ce cas, lorsque θ est compris entre moins pi et pi, donc on va utiliser ces valeurs-là pour tracer la courbe représentative de cette énergie. Donc lorsque θ est entre moins pi
et pi, nous avons EPP égale à 2 fois M fois G fois OG. Ça veut dire, cos de pi ou cos de moins pi, c'est moins 1. Donc 1 moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc 2 mg fois OG, c'est cette expression-là. Et ceci, donc, il correspond à ces points-là. Donc ce point-là pour plus pi, et ce point-là pour moins pi. Et lorsque θ égale à 0, nous avons cosinus de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Et l'énergie potentielle, dans ce cas, c'est 0. Donc il correspond à ce point-là. Et donc cette courbe en rouge, il représente donc les θ non faibles, c'est-à-dire le cas général pour l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, lorsqu'on considère cette équation, cette approximation, pour des petites valeurs de θ, à ce moment-là, donc l'énergie potentielle est égale, donc à ce moment-là, nous avons EPP est égal à M fois G fois OG divisé par 2 fois θ carré. Donc nous avons ici une équation d'une parabole. Il est représenté ici par cette courbe en vert. Donc ceci c'est pour θ qui sont faibles. Donc on observe que cette approximation pour des θ faibles est valable seulement entre moins θm et plus θm. Hors de cet intervalle, c'est-à-dire hors de cet intervalle entre moins θm et plus θm, il y a une différence entre les deux courbes. D'accord? Et donc on ne peut pas utiliser cette approximation pour des valeurs de θ qui sont grandes. C'est-à-dire ici et ici. Parce que donc il y a une grande différence. Donc cette approximation est valable seulement lorsque θ est compris entre moins θm et θm. Et nous avons dit que donc, le solide est à son abscisse angulaire maximale lorsque θ égale à θm. D'accord? Donc on ne peut pas dépasser cet intervalle entre moins θm et plus θm et utiliser cette approximation. Elle est valable seulement entre moins θm et plus θm. Donc dans la prochaine vidéo, on va étudier un cas particulier du pendule pesant qui est le pendule simple. Salam alaikum wa rahmatullah.